Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de revenir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, dans notre émission Océan Politique. Je rappelle à tous, surtout à nos chers auditeurs, ceux qui nous écoutent, que cette émission décrypte l'actualité politique nationale. Elle a lieu tous les dimanches à partir de 13h. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir notre consultant, le consultant de l'émission, M. Ibrahim Hinde Diadje Ba. Bonjour, M. Ba. Bonjour, Abdou. Je vous passe la parole pour vous permettre de saluer nos chers auditeurs et les sympathisants également. Merci beaucoup, Abdou. C'est un très grand plaisir pour moi aussi d'être là, de venir, comment dirais-je, honorer votre émission qui parle de politique, qui parle de social, qui parle de tout. Et j'en profite aussi pour saluer chez mon ami, mon jeune frère, mon neveu Abdoulaye Diop, le directeur de la radio. Saluer aussi les techniciens, prier pour votre radio, pour l'entreprise. Et ensuite dire bonjour quand même aux auditeurs. Prier pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Souhaitons que ça soit quand même une émission intéressante pour l'intérêt du Sénégal et l'intérêt des Sénégalais. Merci beaucoup. Merci, Moucheba. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Ramadan, un jour béni, un jour vraiment, un mois béni, pardon. Mais également un mois où vraiment on sent que les musulmans essaient de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est un mois d'abstinence. Donc c'est important quand même pour un musulman. D'ailleurs pour tout être humain. Parce que le corps humain, des fois, il a besoin quand même de repos. Pour ce qui concerne l'alimentation et beaucoup de choses de ce genre. Donc je crois qu'on va en profiter quand même pour dégraisser un peu et ensuite prier beaucoup pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Et on en a besoin quand même. Et que Dieu accepte toutes nos prières durant tout ce mois béni de Ramadan, n'est-ce pas? Amin ya Rabbil Alamin. Merci. Moucheba, alors le Sénégal traverse actuellement une période de tensions sociales et politiques marquées par des grèves et des manifestations. L'intersyndicale qui regroupe plusieurs syndicats de travailleurs a annoncé une grève pour revendiquer des meilleures conditions de travail, de rémunération et des réformes sociales dans le pays. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte plus large de mécontentement populaire alimenté par des préoccupations économiques et sociales ainsi que par des désaccords avec le gouvernement sur la gestion des ressources publiques et la question de la justice sociale. Alors, en tant qu'acteur politique et analyste politique également, alors quelle analyse faites-vous sur cette situation qui semble sombre pour le moment pour le Sénégal? Merci beaucoup, Abdou. C'est important quand même d'en parler. Une situation sociale, une situation économique et pour ne pas dire aussi une situation politique. Donc tout est lié. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, que ce soit des grèves, que ce soit des guerres, ce sont les choses les plus néfastes pour un pays. Il n'y a aucun intérêt dedans. On n'y gagne absolument rien. Tout à fait. Mieux vaut... Ça ralentit l'économie, ça ralentit tout. Les guerres, les grèves,
ça c'est ça doit être les derniers actes. Il faut tout faire pour l'éviter. Je crois que la situation que nous vivons présentement, elle appelle quand même que tous les Sénégalais s'unissent pour l'intérêt national. Je crois que le rassemblement qu'il y a eu cette semaine, je peux dire que c'est un rassemblement inédit dans son format. Je crois que s'ils continuent comme ça, et je crois qu'ils vont le faire, parce qu'en toute chose, il faut dialoguer. Tout à fait, parce que le gouvernement même a convoqué hier une rencontre tripartite, gouvernement, syndicats, patronat, afin de dialoguer, comme vous venez de le dire, sur les défis économiques du pays et d'explorer la possibilité d'un pacte de stabilité sociale. Oui, parce que quand un pays a des difficultés financières causées par un régime partant, alors donc c'est l'affaire de tout le monde. Parce que le régime présentement, comme il l'a exposé, on est en train de vivre une situation financière catastrophique causée par l'ancien régime. Je crois qu'ils ont été quand même très honnêtes, très patriotes pour informer le peuple. Et informer le peuple, ça veut dire informer les syndicats, informer le patronat, informer les populations et la société civile, etc. Pour que tout le monde soit au courant de cette situation financière. Alors donc, je crois que ce soit les responsables politiques, que ce soit les responsables syndicaux, ils doivent être tous responsables en ce qui concerne cette situation. On doit avoir quand même, et je crois qu'ils sont conscients de cette situation. D'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, j'ai comme l'impression que les syndicalistes ne voulaient quand même qu'il y ait une rencontre, qu'ils soient quand même informés, qu'ils puissent quand même être, pour qu'ils participent quand même à régler cette situation financière. À ce dialogue entre gouvernement et syndicats et patronat également. À mon avis, ils ne demandent pas plus. Parce que toutes les revendications syndicales, c'est des revendications d'argent. Toutes les revendications, c'est des revendications d'argent. De meilleures conditions de vie et de travail. Tout ça, c'est de l'argent. Quand il s'agit d'infrastructures, de primes, de salaires, etc. Tout ça, c'est de l'argent. Et comme on a des difficultés financières, il faut qu'on en discute. Eux aussi, ils ont le sens de la compréhension. Seulement, ils ont déploré c'est-à-dire la réaction tardive du gouvernement. C'est ce que le gouvernement a expliqué. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs cette sortie d'Ousmane Sonko en disant qu'on attendait quand même de voir la situation, où est la situation financière pour quand même pouvoir rencontrer ces organisations sociales et pour pouvoir quand même prendre des engagements. À mon avis, comme il avait l'intention d'auditer le pays, d'auditer, comment dirais-je, la situation financière, il fallait faire l'état des lieux. Diagnostic d'abord, d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit et j'ai beaucoup apprécié. Et les gens n'ont pas compris parce qu'ils étaient pressés. Ils disaient déjà que le gouvernement ne veut pas dialoguer. C'est ça le sens de la communication. C'est ça le sens de la communication. Donc ils n'ont pas bien communiqué. Ils n'ont pas bien communiqué avec les réseaux, avec, comment dirais-je, les partenaires sociaux. Tout à fait. Donc c'est ça, la communication, elle n'est jamais de trop. Donc il y a des choses, pour des gens qui sont censés être informés, il faut beaucoup communiquer. Tout à fait. Il faut beaucoup communiquer parce que après tout, c'est des responsables. Ils comprennent la situation. Présentement, ils ont compris que cette situation qui est aussi catastrophique, bon, ils peuvent quand même avoir une certaine patience jusqu'à ce qu'on puisse quand même, jusqu'à ce qu'on obtienne une respiration financière quand même dans quelques temps. Tout à fait. Mais M. Ba, les revendications criées haut et fort par les syndicats ou bien les syndicalistes, alors datent de plus de 20 ans.
Oui. Alors, donc c'est un problème qui a perduré pendant longtemps et que ce nouveau gouvernement doit faire face. Est-ce que réellement il pourra régler ce problème-là, Dardar? Mais ce ne sera pas difficile de régler ce problème. Tu sais, ça a toujours perduré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de dialogue sérieux. Il n'y a jamais eu de promesses sérieuses. Donc le gouvernement rencontre souvent, avait l'habitude de rencontrer les partenaires sociaux en faisant des promesses qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Et c'est ça qui faisait qu'à chaque fois, il y avait toujours des grèves. Et pourquoi? Parce que tu leur dis que je suis d'accord, je vais le faire. Alors, telle date, je vais le faire. La date arrive, on ne le fait pas. Alors, les syndicalistes n'ont qu'une arme que d'aller en grève. Alors, donc, moi, je crois que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut leur tenir un langage de vérité. Un langage de vérité. C'est ce qui est normal, parce que c'est tous des responsables. C'est tous des responsables. Ils savent comment fonctionne un État, ils savent comment fonctionne un gouvernement. Donc, ce n'est pas la peine de leur cacher la vérité. Voilà ce que nous avons comme ressources financières. Voilà ce que nous avons comme problème. Est-ce possible avec ça? On peut régler ça. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue sérieux. On met tout sur la table pour leur faire comprendre la situation en attendant maintenant qu'elle trouve solution. Parce que le gouvernement n'a jamais peut-être dit la vérité à 100% aux partenaires sociaux. C'est ce qui a amené toujours ces problèmes de revendication à n'en pas finir, ces problèmes de grève à n'en pas finir. Et le plus souvent, on laisse faire, jusqu'à ce que les syndicalistes aillent en grève. 2 jours, 3 jours après, on vient négocier, on accepte ce qu'on avait refusé. Au moment où on a déjà perdu beaucoup de comment dirais-je, on a fait déjà beaucoup de dégâts financiers. C'est ça. Mais tous les gouvernements passés depuis l'indépendance jusqu'à nos jours n'ont pas pu régler les revendications des syndicats. Et ça a perduré dans le temps et dans l'espace. Est-ce que ce gouvernement, ce gouvernement nouvellement arrivé au pouvoir et dans un court délai peut régler tous ces problèmes-là? On ne peut pas régler tous les problèmes. Mais quand même, on peut en discuter. Non, c'est-à-dire, on peut dire carrément ce qu'on peut faire. Si c'est dans la vie, voilà ce que je peux faire. Voilà, sur ça, voilà, c'est ça que je peux faire. Ça, je ne peux pas faire. On ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire. Surtout, il y a d'autres priorités également. Mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls, parce que ça, c'est des salaires, c'est des infrastructures, c'est des indemnités, etc. Mais au moment où il y a d'autres choses qui attendent, il y a l'énergie. Hein? Il n'y a pas que les salariés ici dans ce pays. L'agriculture, la pêche. C'est justement, il n'y a pas que les salariés dans ce pays. Mais il faut qu'il y ait un langage de vérité entre le gouvernement et le patronat et comment dirais-je, les partenaires sociaux. Et même avec la population. La population aussi doit être informée. C'est ça le problème fondamental. Il ne faut pas que le gouvernement se cache derrière les chiffres ou bien derrière une communication en train pour mentir au peuple. C'est pas bon, ou bien mentir aux syndicats ou au patronat. C'est pas comme ça. Il faut que les gens aient le courage quand même de se dire la vérité pour que tout le monde comprenne. Bon, ils n'ont pas l'intention de pouvoir tout régler, mais quand même, il y a des choses qu'on peut régler en attendant. Il faut échelonner. Tout à fait. Il faut échelonner quand même, comment dirais-je, le réglage de certaines situations. Okay. C'est comme ça. Mais est-ce que dans tout ça, le patronat n'a pas une grande responsabilité? Parce que ce qu'on voit dans les entreprises, alors ils font énormément de bénéfices, surtout dans le secteur privé, et ils laissent en rade les travailleurs. Oui, tout ça c'est là, comme là également, c'est une responsabilité du patronat et que le gouvernement doit régler ça. Oui, parce que là aussi, le patronat se cache derrière des chiffres. Bon, le patronat et le gouvernement, c'est pratiquement la même chose. Hein. Le patronat aussi doit tenir un langage de vérité à ses, comment dirais-je, aux partenaires sociaux, à ses agents. C'est ce qui est normal. Parce que tant qu'il y a un langage de vérité, tant qu'il y a un dialogue sincère, il n'y aura jamais de problème. Parce que, comme je l'ai dit,
les syndicalistes, c'est des hommes responsables. C'est des hommes responsables. Ils sont dans l'entreprise, ils savent ce que produit l'entreprise, et ils savent ce que produit l'entreprise, ils savent comment fonctionne l'entreprise, ils connaissent les charges de l'entreprise, donc ils sont capables quand même de pouvoir dire à l'entreprise, voilà ce que vous pouvez faire pour nous, voilà ce que vous ne pouvez pas faire pour nous, mais pourvu qu'il y ait un dialogue sincère autour d'une table. C'est ça la vérité. Okay. Mais le travailleur sénégalais qui travaille dans une entreprise, il est sous-exploité, hein? Il est surexploité, parce que dans beaucoup d'entreprises, avec les informations que nous avons, alors ces travailleurs non seulement n'ont pas de contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, alors ils sont surexploités, ils n'ont pas de cotisation sociale, ils n'ont pas d'UPM, alors là ils sont payés sans trace. Est-ce qu'il n'est pas temps également d'y remédier, M. Ba? C'est le gouvernement qui doit quand même régler tous ces problèmes. Les entreprises et c'est des faits réels que l'on voit dans les entreprises. Les entreprises qui se créent. Parce que le plus souvent, les Sénégalais ne connaissent pas leurs droits. Les droits sont bafoués un peu partout. Mais il y a des inspections, comme l'inspection du travail qui a été créée. Mais est-ce qu'il joue son rôle? Est-ce qu'il fait véritablement son travail? Vous savez, avec ce nouveau gouvernement-là, moi j'ai beaucoup d'espoir. Okay. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que je ne connais pas à 100% comment ça se passe, mais je suis persuadé qu'il y a une corruption quelque part. Parce que s'il y a un contrôle rigoureux qui se fait au niveau des entreprises, je crois que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses doivent changer. Mais si tout ça que par exemple le contrôle arrive, on met quelque chose dans les poches, alors le contrôle ne se fait pas comme il se faut, alors donc la situation se dégrade. Ça continue toujours. Donc il faut nécessairement un contrôle rigoureux, une inspection qui passe tout son temps, qui vérifie toutes les entreprises, et des syndicalistes aussi qui revendiquent, comment dirais-je, le statut des agents. Ça aussi, je crois qu'on peut trouver une solution. Parce qu'ils savent, les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont comme capital. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme capital? Et ensuite, les dépenses et tout, comme je vous l'ai dit, les charges et tout. Donc, ils savent comment les CDI, les CDD, tout ça, c'est des choses qu'on doit régler facilement. Tout à fait. On doit même arrêter les CDD, là. On doit même arrêter les CDD. Parce que si une entreprise quand même s'aventure tout le temps à prendre des CDD, mais ça c'est une façon de pouvoir toujours gagner de l'argent facilement. Tout à fait. Et parlons également des prestations de services qui durent pendant plus de 2 ans. Tout ça, des gens qui sont considérés comme des prestataires de services alors qu'ils font le boulot exactement. C'est des termes qu'il faut supprimer. Et c'est des choses qui existent. C'est des termes qu'il faut supprimer. Il faut. D'ailleurs, David, en son temps, je crois, je ne connais pas bien les textes, mais les CDD, quand il prend quelqu'un quand il signe deux contrats de CDD, obligatoirement, tu dois le recruter. Tout à fait. Tu dois le recruter. Je ne sais pas maintenant, je ne suis pas trop calé dans ce sens, mais je sais que les prestations de services et tout ça, c'est d'une façon quand même de pouvoir ne pas, comment dirais-je, recruter les agents. Tout à fait. En tout cas, beaucoup de chefs d'entreprise ne respectent pas le code du travail, et que ça, c'est le moment que c'est le gouvernement qui doit s'y remédier. Il doit y remédier. Oui. Alors, donc, M. Ba, pour construire une Afrique juste et stable, je pense que ça doit commencer par nos gouvernants. Oui, c'est quand même, ça fait partie quand même d'un moyen très important qui empêche l'Afrique de décoller comme il le faut. Okay. Parce qu'il y a trop de politiciens. Et on en profite quand même pour piller les ressources.
Ce que tout un peuple devrait utiliser. Et ça se retrouve entre un groupuscule et dans un cercle très restreint et qui s'en bénéficie. Et après, c'est fini. C'est pour la première fois d'ailleurs, je crois, en Afrique, qu'un régime arrive et qu'il prenne tout le temps nécessaire pour auditer le régime sortant. Et ça, c'est très courageux. Et ça veut dire qu'ils ont une intention ferme de pouvoir quand même fonctionner dans des bases très claires, sur des bases très claires. Tout à fait. Alors donc vraiment, je crois que le temps des politiques politiciennes commence à disparaître. Et révolu maintenant. Je crois, oui. Okay. Avec ces jeunes, avec cette nouvelle génération, bon, maintenant, dans un premier temps, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que des choses qu'on a vécues pendant plus de 6 siècles, si en un an, on veut enlever tout cela, ça va faire mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent que de ça. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout ce brouillard que vous entendez là, c'est parce que ils ont été sevrés. Le sevrage, c'est comme ça fait mal. Même le petit bébé, quand il est sevré, alors tu vois ce que ça fait. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a jamais voulu travailler, durant toute sa carrière, durant toute sa vie, il n'a fait que gagner de l'argent facilement. Donc tout ça, c'est un combat. Mais vraiment, moi, je les encourage dans ce sens, en tant que population. Je les encourage dans ce sens. Et il faut que maintenant les populations comprennent, surtout la jeune génération, il faut qu'elles comprennent que ça c'est de leur intérêt. Parce que tout ce qu'ils sont en train de sauvegarder, tout ce qu'ils sont en train de faire présentement, je crois que c'est pour la génération future. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nos enfants, mais c'est pour nos petits-enfants qui vont arriver après. Alors, sans transition, accusé de détournement de deniers publics, alors Moustapha Ngom du Farba, Ngom a été placé sous mandat de dépôt après son audition ce jeudi par le pôle judiciaire financier pour la 2e fois. Alors, il a été interrogé sur le fond des charges retenues contre lui et ses supposés complices. Le maire de Agnam devrait répondre des accusations de détournement de deniers publics à hauteur de 125 milliards évoqués par le rapport de CENTIF. Donc une somme énorme qui mérite au moins d'être éclairée et que le droit soit dit sur cette affaire au moins, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est pas Moustapha Ngom, c'est Mohamedou Ngom. Oui, Mohamedou Ngom, pardon. C'est Mohamedou Ngom qui Farba. Oui. C'est vrai, quand vous dites d'ailleurs que c'est un détournement, bon, c'est possible, c'est un détournement d'objectif. Mais comme lui, il n'a jamais géré, comme il a l'habitude de le dire, je n'ai jamais géré qu'est-ce que le pouvoir m'a donné pour que je puisse être contrôlé dans ce sens. Je lui dis que tu es en train de te tromper. Parce que vous n'êtes pas poursuivi pour dans le compte de la réduction des comptes, dans le sens de la réduction des comptes, mais vous êtes poursuivi pour blanchiment d'argent, bien mal acquis, etc. Tout à fait. Donc, je crois qu'il n'est pas le seul. Tout à fait. Il n'est pas le seul. Et une enquête a été menée par la CENTIF, n'est-ce pas? Et je rappelle que la CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières du Sénégal et l'autorité nationale chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent, comme vous venez de le dire, et le financement du terrorisme. Voilà. Donc la CENTIF, c'est un organe qui nous est imposé par les bailleurs, par les Occidentaux. Ok. Donc ça c'est depuis Diouf. Oui, depuis la période du président Abdou Diouf. Oui. Ok. Alors donc c'est pas un organe de Tchahan, c'est un organe très sérieux. Alors donc quand il fait son rapport, surtout sur des transactions de ce genre, c'est toujours signalé par la banque. Quand la banque voit certaines transactions financières, elle signale ça
comment dirais-je, à la CENTIF. À la CENTIF, tout à fait. Alors donc la CENTIF suit le dossier. Alors je crois que c'est dans ce sens que Farba Ngom a été épinglé et je crois que c'est une chaîne. Ils auront quand même à poursuivre d'autres. On reviendra sur ça. Voilà. Donc, oui. Alors, on n'est pas encore arrivé à la reddition des comptes. Ça, c'est un dossier à part. Donc, qu'on a remis au pôle judiciaire financier. Et ce pôle judiciaire financier aussi, il a été demandé par les bailleurs de fonds. Au temps de Macky Sall, les bailleurs nous ont demandé quand même d'installer une institution pour le contrôle des finances. Effectivement, Macky, dans un premier temps, il a fait supprimer la CREI pour créer, comment dirais-je, ce pôle judiciaire. Pôle judiciaire financier. Bon. Il n'a fait que créer, il l'a créé, mais il ne l'a pas installé. Jusqu'à la veille de son départ, il l'a installé à sa façon, bon, que les autres ont annulé. Alors donc, la CREI qu'il a supprimée, c'est cette CREI-là qui pouvait poursuivre beaucoup de gens. Et comme ils ont senti qu'ils ont fait beaucoup de dégâts, tout à fait. Alors donc, ils en ont profité pour supprimer la CREI et créer le pôle judiciaire financier. Tout ça, c'est des micmacs. Ils ont fait beaucoup de dégâts financiers. Alors donc, ils ont voulu cacher tout cela à travers ces institutions. Donc, tous ces deux organes-là, que ce soit la CENTIF, le pôle judiciaire, ça, c'est des organes très importants. N'est-ce pas, des rapports qu'ils sortent sont des rapports n'ont rien à voir avec de la politique. Tout est objectif là-bas. Il n'y a rien de politique. Ce sont les politiciens qui veulent politiser ça. Ce sont les politiciens. Toujours le politicien est comme ça. Hein? Même si tu le prends la main dans le sac, il politise ça. Donc, au fur et à mesure qu'il politise ça, en fin de compte, les responsables qui ont toujours aspiré à un autre mandat ou bien qui veulent toujours gagner politiquement, ils reculent. Et cette fois-ci, je crois que ce ne sera pas le cas. Parce que si toutefois que les autres dirigeants n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, c'est parce qu'ils ont toujours pensé, ils étaient toujours dans le calcul d'un autre mandat. Un autre mandat, alors, des calculs politiques. Des calculs politiques, pour ne pas dire politiciens. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas toujours pu aller plus loin que ça. Mais je crois qu'avec ces jeunes-là, ce ne sera pas le cas. Et c'est une demande sociale également. C'est une demande sociale. Les populations sénégalaises veulent savoir, surtout sur ces détournements qui s'élèvent à des centaines de milliards. Mais c'est parce que c'était flagrant. C'était très flagrant. Alors donc, même le Sénégalais lambda savait nettement que ce qui se passe dans ce pays-là, ce n'est pas normal. Tout à fait. Il y avait trop de gâchis. Ils ne s'en cachaient même pas. Ils ne s'en cachaient même pas. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut que les Sénégalais quand même retrouvent leur bien et que ces gens-là quand même, on les corrige pour ne pas qu'il y ait d'autres éléments dans le futur qui vont le faire. Tout à fait. Et ça, c'est important. Là où le Sénégal, dans tous les secteurs, alors ça va mal, le secteur de l'agriculture, le secteur de la pêche, le commerce, le secteur de la santé. Alors, tous ces secteurs-là sont malades et vous voyez des gens, des personnalités, des gens qui se disent des personnalités à un niveau élevé de l'État qui détournent des milliards. C'est un paradoxe. Oui. Tu as vu déjà, il faut que je revienne un peu sur le cas de Farba Ngom. Dans les journaux, quelque part, ils ont mentionné que il a donné une caution de 34 milliards, d'une valeur de 34 milliards, soit en liquide ou
foncier ou quelque chose comme ça. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas cette situation. Parce que quand ils cautionnent 34 milliards, si tu ne fais pas attention, tu vas te dire que donc il est d'accord, il est prêt à payer. Non, c'est une caution. Ok. Pour ne pas aller en prison, il donne 34 milliards, soit en liquide ou en nature. En bien, en nature. Oui. Oh, oui, oui. Donc, mais en attendant, comment dirais-je, la poursuite continue. Si la justice le condamne, alors donc, elle récupère les 34 millions. Si c'est le contraire, il reprend ses 34 milliards. Donc, ce n'est pas un aveu. C'est là que je veux dire, ce n'est pas un aveu. Est-ce qu'il n'a pas été conseillé par ses avocats? Non, ça c'est une caution pour ne pas aller en prison. Tout à fait. C'est une caution pour ne pas aller en prison. Parce que les avocats également jouent un rôle de conseil pour défendre leurs clients. Vous savez que ça n'a rien à voir avec la médiation. C'est pas une médiation pénale. Okay. Les avocats ils ont été quand même, c'est vrai, ça peut être un conseil des avocats. Une stratégie. Le gouvernement, il parle de médiation pénale. De médiation pénale. Vous devez tant de milliards, vous avez pris tant de milliards. Bon, il y a une médiation pénale, tu amènes 30 milliards et le reste, bon, on voit comment on peut régler ça. Mais eux, ils parlent de caution. La caution, c'est autre chose. C'est une garantie. Je garantis tant de milliards pour ne pas aller en prison et pour rester chez moi. Et ça, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui a détourné, soit tu payes, soit tu restes en prison. Tout à fait. Alors, donc c'est ça la réalité. Les avocats, ils connaissent très bien le dossier. Parce que quand tu les entends parler, pour quelqu'un qui sait décoder des discours, tu sens nettement qu'ils savent que le dossier est très lourd. C'est un dossier très chargé. Alors donc, ils savent que s'il va en prison, il y restera pendant longtemps. En tout cas, oui, allez-y. Alors, comme tu as dit, dans l'agriculture qui est là, l'agriculture qui attend, l'industrie. Et tout ça, c'est de l'argent qui devrait financer tout cela. Alors, au détriment des Sénégalais. Parce que tant de milliards, on ne parle que de milliards. Que de milliards. Abdou, moi j'ai travaillé à la Poste comme agent pendant presque 40 ans. J'étais manipulateur de l'argent, au guichet, etc., au paiement. Tout à fait. Je n'ai jamais vu 1 milliard. Je n'ai jamais compté 1 milliard. En tout cas, présentement, 1 milliard, ça se joue comme un ballon de foot. Est-ce que, si je vous définis 1 milliard, 1 milliard c'est 50 000 francs par jour pendant 56 ans. 50 000 francs par jour pendant 56 ans. C'est ça 1 milliard. Et les gens en parlent des centaines, des vingtaines, des dizaines de milliards. Au détriment des pauvres Sénégalais. L'agriculture pouvait y décoller. L'élevage pouvait y décoller. L'industrie, la pêche, hein, la santé, l'éducation. Et surtout là où beaucoup de jeunes s'activent et finalement ils ne s'y retrouvent plus et maintenant ils prennent les océans pour aller en Europe. Mais ça c'est des conséquences très graves ça. Mais c'est des crimes. C'est des crimes. C'est des crimes en dehors de ces gens qui ont été tués par balle ou par quoi que ce soit. Mais le fait de prendre ce que les gens ce que les gens devraient utiliser pour vivre pendant des années. Mais ça, c'est un crime. L'agriculture, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, si les gens parlent comment dirais-je, de la vie dure, que tout est cher, les denrées sont chères, etc., c'est parce que notre agriculture ne marche pas. C'est parce qu'on n'a pas d'industrie. Les financements ont été détournés. Mais c'est ça. Tout à fait. Tout ce qui devrait aller à l'agriculture, tout ce qui devrait aller dans ces trucs-là, la pêche, l'industrie, etc. Même les infrastructures scolaires, universitaires, ils ont tout détourné. La santé,
Mais ça, c'est des crimes. C'est des crimes. Donc vraiment, ils doivent payer. Et le gouvernement a une lourde charge quand même de régler tout cela. J'avais dit il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'était en 2022. J'ai dit que je ne sais pas qui va prendre le pouvoir en 2024. Mais ce mandat-là, ce mandat de 5 ans-là, ce sera juste pour redresser, modifier, etc. Vous avez vu justement, c'est ce qui se passe actuellement. Je l'ai dit en 2022. Tout à fait. 2022, j'ai dit je ne sais pas qui va prendre le pouvoir en 2024. Mais il ne fera que redresser, modifier, changer, etc. Mais il ne pourra rien réaliser. D'ailleurs, c'est le discours qu'a tenu le Premier ministre hier face à l'intersyndicale et au patronat. Il faut que tout le monde s'y mette. Ouais. Parce que si on ne travaille pas dans ce sens, si on ne se lève pas pour travailler, mais si le malheur arrive, ils sont là pour 5 ans, ces jeunes-là. Il faut que les Sénégalais les accompagnent, les syndicalistes, le patronat, les populations. Il faut qu'on les accompagne parce que c'est dans l'intérêt des Sénégalais. C'est dans l'intérêt des Sénégalais. Parce que s'ils échouent, c'est fini. C'est fini, ça je te le dis. Et j'espère qu'ils ne vont pas échouer. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'ils sont quand même, les Sénégalais les font confiance. Tous ces gens qui parlent là, ce sont les 33% qui sont là en train de parler. Et ce n'est pas tout le monde d'ailleurs. La raison est que Farbe, tous ces gens qui le suivaient là, petit à petit, ils retournaient, petit à petit, ils retournaient. Hier, si tu avais, oui. Si tu avais bien remarqué là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, ils sont tous partis. Donc, le dossier, quand tu le lis, tu sens nettement que le dossier est costaud. Tout à fait. Ce n'est pas du tchahan. Donc, même quand tu entends le doyen des juges, le doyen des avocats, Ndoye, qui n'a peur de rien, s'il hésite, s'il évite, il évite, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je l'ai bien écouté hier lorsqu'il est sorti en disant, lorsqu'il disait aux journalistes, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre ici? Il a bien dit ça. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre ici? Sérieusement, c'est tellement facile de dire que Farbe a voulu donner une caution. C'est tellement facile de dire que Farbe a fait ceci et cela. Mais quand tu dis que non, ça c'est la justice, c'est parce qu'ils ont vu le dossier, ils savent que le dossier est très lourd. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, vraiment, les Sénégalais peuvent comprendre vraiment beaucoup de choses. Mais je ne sais pas maintenant ce que les Sénégalais veulent. Moi, j'ai des problèmes. Je ne sais pas ce que les Sénégalais veulent. Et les Sénégalais, quel est le problème de certains Sénégalais et Ousmane Sonko? Des fois, quand je parle, les gens pensent que moi, je suis un militant du PASTEF. Pourtant, non. Moi, je suis un militant du Sénégal. Tout à fait. Je défends le pays parce que j'étais là depuis 1974, au temps de Senghor. J'ai toujours défendu l'intérêt du Sénégal. Tout à fait. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que les Sénégalais, ou bien quelques Sénégalais, ont contre Ousmane Sonko? Ousmane Sonko s'est sacrifié pour l'intérêt de ce pays. Et il avait en face de lui des gens qui sacrifiaient le pays pour leur intérêt. Tout à fait. On était là, Abdou Diouf. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'étais là. J'ai vu les sacrifices qu'il a fait. Les sacrifices qu'il a fait. Parce que j'ai connu beaucoup d'opposants. Il a enduré beaucoup de sacrifices. J'ai connu beaucoup d'opposants qui n'ont pas osé faire ce que Ousmane Sonko a fait. Je suis là depuis 1974. Je connais les Majbout Diop. Les Cheikh Anta. Il a failli être vraiment liquidé, hein, sérieusement. Mais non, le problème fondamental, c'est que le peuple avait compris qu'il est en train de sauver ce pays-là. Tout le monde savait que Macky Sall était en train de noyer ce pays-là. Il s'est sacrifié pour l'intérêt national de ce pays. Par contre, en face de lui, il y avait des gens qui sacrifiaient le pays pour leur intérêt personnel. Et jusqu'à présent, ce sont ces gens-là qui sont là, qui veulent sacrifier le pays pour leur intérêt personnel. Ça, je le dis au fond du cœur. Tout à fait. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que les Sénégalais veulent. Parce que aussi, on ne peut pas prendre un pays aussi délabré, aussi à terre, et vouloir régler les problèmes en un an. Quand j'entends, par exemple, des cadres politiques, des cadres intellectuels, dire que oui, tu avais promis ceci, tu avais dit ça, tu avais... etc. Tu as écrit un livre, la solution et tout ça. Mais ça, on l'entend. Mais le bilan, c'est en 2029.
Le bilan, c'est en 2029. Mais présentement, en 10 mois, tu lui dis que oui, tu avais dit que tu vas changer le pays. Quand tu prends le pays, tu vas le changer. Hein? Non, c'est trop de détails pour un responsable. Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale récemment, là, lorsqu'il est allé là-bas. Oui. Mais il était obligé d'humilier ces gens de députés. Lorsqu'il a été convoqué à l'Assemblée nationale, oui. Thierno Alassane Sall et Abdou Karim Sall également. J'étais déçu lorsque Thierno Alassane Sall, un cadre intellectuel, quelqu'un qui est très responsable, c'est là pour dire que oui, c'est vous qui aviez dit que les fonds, la caisse noire de Haram, hein, c'est vous qui aviez promis ça, c'est vous qui aviez dit ça. Hein. L'autre, il vient, il attaque, on riposte. Qu'est-ce qu'il dit? Etc. Hein? Au moment où toi, tu fais partie des gens qui ont détruit ce pays-là. Il riposte. Alors tu es là en train de râler. C'est-à-dire, il y a des moments où les responsables politiques ou bien les responsables syndicaux doivent avoir une démarche participative, doivent avoir une démarche constructive, parce que c'est le pays qui les réclame aujourd'hui. Quand tu veux faire une opposition radicale au moment où il n'y a rien à signaler, parce que les premiers qui se sont opposés d'une manière radicale, aujourd'hui ils sont cuits, et je l'avais dit. C'est qui? C'est Bougane. C'est qui? C'est l'autre député là, Thierno, comment il s'appelle encore? Thierno Bokoum. Tu les entends parler, les papes d'Ibrahim Fall? Tu les entends? Ouais. Tu les entends plus? Plus, tout à fait. Parce que c'est le peuple même qui est là, qui soutient ce gouvernement-là, parce qu'il a espoir en mais parce que ce le gouvernement. Peuple, tant que tu essaies quand même de redresser, tant que tu essaies, tant que l'argent n'est pas détourné, tant que tu as des objectifs, tant que tu veux bien faire, le peuple te soutient, parce que le peuple n'a pas connu ça. Le peuple n'a connu que Ngour Lekangnan. C'est ça que le peuple a connu, Ngour Lekangnan. Aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent redresser. Il faut qu'on leur donne le temps quand même de redresser le pays, d'autant plus que on espère que les autres n'avaient pas. Parce que quand le pétrole arrivera, le gaz, c'est ressources naturelles. Mais on a bon espoir quand même que les choses seront réglées. Tout à fait. En tout cas, ils ont hérité d'une situation extrêmement difficile, mais quand même ils parviennent, en dépit de tout ça, ils parviennent à gérer, parce que les salaires sont payés, il n'y a pas il y a pas une crise où les gens vraiment se sentent affaiblis sur tous les plans. Mais ils le disent d'ailleurs. Et vous voyez, les bailleurs continuent à venir. Et ce qu'ils ont fait d'ailleurs, Abdou Diouf, ce qu'ils ont fait là, le fait d'avoir fait un audit aussi important, aussi grand, pour détecter tout ce qu'il y a comme problème. Mais je crois que les chefs d'État africains ont du pain sur la planche. Parce que les bailleurs le font là, FMI, Banque mondiale, etc. Oui. À chaque fois maintenant qu'un régime prendra place, il fera ce que les Sénégalais ont fait. Tout à fait. C'est un exemple. C'est un exemple. Et une leçon. Pour toute l'Afrique. Il faut que les gens le comprennent. Parce qu'aujourd'hui, si j'entends un Macky Sall qui est d'ailleurs évasif, il n'ose pas aborder le sujet comme il le faut. Alors tout ce qu'il dit, je n'ai pas peur, alors rien ne m'empêche d'aller. De revenir. Quand quelqu'un fait allusion toujours à la peur, c'est parce qu'il a peur. Je n'ai pas peur, c'est parce que tu as peur. La peur, quand on fait allusion à ça, c'est parce qu'on a peur. Alors, donc, ils ont l'habitude, j'étais même déçu quand Macky Sall essaie quand même comment dirais-je, de décrédibiliser la Cour des comptes. La Cour des comptes. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave. Alors, mais ils ont cette habitude. Tout à fait. Alors, en tout cas, la CENTIF
continue de jouer un rôle crucial dans la protection du système financier, en détectant et en prévenant les activités financières illicites. Alors, après avoir été placé sous mandat de dépôt, vous venez de le dire même, et envoyé en prison, un des avocats déclare, je cite, « Nous sommes en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles de droit de procédure pénale qui protègent les citoyens, qui protégeaient jusqu'à présent ce jour notre client Farba », a déclaré Doudou Ndoye au sortir de l'audience. N'est-ce pas une décision de justice contestée? Je voudrais en quoi, et c'est tout à fait normal, en quoi l'état de droit n'a pas été respecté. C'est-à-dire l'avocat, bon, c'est un politicien. L'avocat, c'est un politicien. Quand il n'a pas d'argument, il fait feu de tout bois. Vous savez, vraiment, durant toute la procédure de Farba, nulle part on a senti quand même l'état de droit quand même bafoué, ou bien ses droits personnels à lui bafoué. Depuis l'immunité parlementaire, tout est net. Farba, son premier contact, il devait rester en prison. Ils ont demandé le dossier, on leur a donné le dossier. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que la justice a fait pour qu'on cherche à la dénigrer? Parce qu'il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Donc on est obligé quand même. Il n'y a que ce terme qu'ils peuvent utiliser. Ah, okay. Ces droits n'ont pas été respectés. Je me demande quel droit. L'état de droit n'a pas été respecté. Quel état de droit? Ça vraiment c'est l'avocat qui parle. Tout à fait. Alors, l'enquête sur l'affaire des 125 milliards continue de révéler ses secrets. Après les noms de l'homme d'affaires Mamadou Racine Sy, qui a été cité, Amadou Sall, le fils du président Macky Sall, cité dans ce dossier, un nouveau nom apparaît dans le réquisitoire du procureur. Il s'agit, selon même l'observateur, de Seynabou Ndiaye, une proche d'Amadou Sall, qui était son assistante. Pardon. Oui, vous savez, n'est-ce pas, elle pourrait être appelée très prochainement. Mais elle n'est pas la seule, il y a Taïrou aussi. Il y a Taïrou également, à comparaître devant le collège des juges d'instruction. Qui est d'ailleurs sous mandat de dépôt. Ok. Alors, vous savez, quand on parle de blanchiment d'argent, c'est toujours une chaîne. C'est toujours une chaîne. Alors, donc, elle peut même être plus longue que ça. Plus loin que ça. Ah. Donc, c'est une chaîne. Alors, à chaque fois, on peut aller prendre quelqu'un ou citer quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est pas une seule personne qui peut blanchir de l'argent. Donc, c'est beaucoup de personnes. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Donc, c'est des gens mouillés là-dessus, qui sont responsables de tout cela. Et franchement, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais savent que ce que vous venez de citer là, mais dans le régime passé, mais tout le monde a remarqué comment ils vivaient, tout à fait, comment ils se comportaient. Ils étaient mêlés dans tous les trucs, ils ont ramené. Hein? Voilà. Et nous avons même la réaction de Malick Gakou qui dit profondément choqué, scandalisé par le haut niveau de corruption et d'enrichissement illicite. Mais ça, c'est tout bon Sénégalais. Tout bon Sénégalais doit être choqué. Tout bon Sénégalais doit être choqué de cette situation. Tu sais, si on n'avait pas fait l'audit de tout cela, mais on ne pourrait pas comprendre. Mais quand même, le courage qu'ils ont eu quand même de faire cet audit exhaustif, vraiment, ça a permis aux Sénégalais de comprendre comment les gens... Mais bien sûr, on le savait, mais ce n'était pas déterminé. On savait que vraiment, l'argent est en train d'être gaspillé. Vraiment, ils gaspillaient de l'argent. Avec les réseaux sociaux, mais ils ne s'en cachaient même pas. Ils ne s'en cachaient même pas. Moi, j'ai vu le régime de Diouf.
Même Ablaye Wade dont je me souviens, Ablaye Wade, vers les années 2010-2011, quelqu'un disait au régime de Wade, si on perd le régime, on va se retrouver tous en prison. En prison. C'était une citation de Serigne Mbacké Ndiaye, je me rappelle très bien. Mais donc c'est depuis longtemps. Tout à fait. Alors donc tous ces gens qui sont là aujourd'hui dans le régime de Macky Sall, ils étaient dans le régime de Wade. Tout à fait. C'est la même bande. Et je l'ai dit un jour ici, le seul et l'unique responsable de cette situation, ce n'est rien d'autre que Macky Sall. C'est le seul et l'unique responsable. Parce que c'était lui le président de la République. Il n'y a rien qui puisse se faire sans qu'il soit informé. Oui, parce que d'ailleurs le président Macky Sall s'est blanchi concernant le rapport de la Cour des comptes. Il parle de cabale politique. Alors, mais ce qu'on constate, il y a la réplique du ministre porte-parole du gouvernement, Mohamedou Moustapha Ndiek Sarré, qui dit que c'est lui le chef de gang. Il n'a qu'à venir. Tu sais, il est très facile, un dossier aussi important, aussi grave, que tu puisses quand même te laver en disant que c'est une cabale politique. C'est très simple, c'est trop banal pour démentir quand même une situation aussi grave. Mais le ministre porte-parole du gouvernement l'a répondu. Mais ça c'est clair. C'est le chef de gang. Mais et voilà, ça dit qu'il a répondu en fonction, parce que le président Macky Sall avait fait une annonce en disant que, si je dois venir au Sénégal, je viendrai sans problème. J'ai pas peur. Il raconte des histoires. Ça, il le dit là-bas. Mais il sait pertinemment, il n'ose pas venir ici au Sénégal. Il raconte des histoires. Macky Sall n'ose pas venir ici. D'ici à Maroc, c'est 3 heures de temps. Il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles il pouvait venir. Est-ce que c'est parce que son fils a été cité dans ce dossier-là, maintenant qu'il commence à réagir, parce qu'il n'avait jamais réagi sur ce dossier-là? Mais quel que soit Alpha, il viendra, s'il veut, il n'a qu'à venir se défendre. Oui. Il n'a qu'à venir se défendre. Pourquoi rester là-bas et envoyer des flèches? Ok. Et pour le cas de Tahirou Sarr, il a essayé de faire des manœuvres en coulisses pour éviter la prison, mais finalement il a été... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette caution dont ils brandissent là, cette caution, c'est ça qui ne marche pas. Soit tu fais une médiation pénale, soit tu vas en prison. Cette caution, c'est ça que la justice n'acceptera pas. Elle l'avait refusé avec Khalifa Sall en son temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Tout à fait. Khalifa Sall en son temps a voulu donner une caution. Même ses amis voulaient se cotiser quand même pour donner une caution pour ne pas qu'il aille en prison. Mais ils ont refusé. Parce que la caution est différente quand même de la médiation pénale. Ils n'ont qu'à accepter la médiation pénale. Ils avouent et ils acceptent la médiation pénale. Pourquoi une caution? Et puis, tu veux cautionner des choses sur lesquelles on est en train d'enquêter. Quand Farba dit qu'il donne caution des immeubles, des terres, etc., au moment où on est en train d'enquêter sur ces immeubles et sur ces terres, il faut cautionner quelque chose de valable. Quand tu cautionnes quelque chose de litigieux, là, c'est pas la peine. Et pour le cas de Tahirou Sarr, on parle de 394 milliards. Tu te rends compte? C'est énorme ça. Mais non, c'est la question que je me pose. Est-ce que réellement nous ne sommes pas en train de rêver? Tout l'argent. Et puis, si tu calcules ça là, c'est comme si par exemple tout le budget du Sénégal était entre leurs mains. Mais il suffit qu'on récupère cet argent-là. Bien sûr qu'on ne peut pas tout récupérer parce qu'ils ont tout bousillé. Des biens mal acquis, ça ne profite jamais. Ils vont mourir en prison. Parce qu'avec 394 milliards, là, on pouvait régler beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses, énormément de choses. Mais malheureusement, là où ils sont, ils n'ont même pas 100 milliards. Ils ne se retrouvent même pas avec 100 milliards. Tous les trucs confondus. Alors, donc... vraiment, passer les biens mal acquis, ça ne profite jamais. Ils ont joué avec, ils ont bougé, ils ont battu, etc. Non, c'est des criminels. Il faut oser le dire. C'est des criminels. Ils ont tué l'agriculture, ils ont tué l'élevage, ils ont tué l'industrie.
la pêche, hein, comment dire, la santé, l'éducation, tout ce qui devrait développer ces secteurs, comment dirais-je, ils l'ont anéanti. Mais M. Ba, certains ont déjà pris la tangente, ils ont déjà sorti du territoire. Alors, comment régler ces genres de cas-là? Voilà une raison déjà pour comprendre qu'ils ont fait des bêtises. Alors, le président a fui, d'autres ont fui. Alors, donc, ça veut dire que c'est un aveu de taille que la Cour des comptes a plus que raison. Sinon, il n'allait pas sortir comme ça. Et au début du régime, ils sont tous partis, même bien avant d'ailleurs. Ils sont tous partis. Et jusqu'à présent, même certains veulent sortir, mais il y a une décision. On a pris des décisions, on peut trop tard sur ça. Des décisions de justice. Alors donc, pour ça, si on a un pays, d'ailleurs avec le Maroc, on va signer tout de suite une convention dans ce sens. Dans ces pays où ils ne peuvent pas échapper. Et la justice est internationale. Elle est internationale, ils ne peuvent pas échapper parce que c'est des choses qu'on doit régler. Parce que l'argent là, c'est l'argent des bailleurs. Du contribuable et également du contribuable sénégalais. Justement. Tout à fait. Alors, donc les bailleurs de fonds FMI, Banque mondiale, quand même ne vont pas accepter que les gens prennent de l'argent ensuite foutent le camp. Excusez-moi du terme. D'ailleurs, le président américain Donald Trump, arrivé au pouvoir fraîchement, a dit carrément qu'il va arrêter l'aide publique que les États-Unis donnaient aux États africains parce que tout cet argent-là est détourné par les politiques africains. Chiche. Oui. Parce que ça nous permettra quand même de nous éveiller. Qui opprime éveille. S'ils arrêtent tous, comment dirais-je, leurs subventions, leur aide, ça nous permettra quand même de nous débrouiller. Tout à fait. Et c'est, en fin de compte, c'est ça l'avenir, c'est ça notre avenir. Il faut qu'on trouve des solutions personnelles. Il faut qu'on trouve des ressources personnelles. On ne peut pas tout le temps vivre avec l'aide. Ou bien dépendre de l'extérieur. Mais justement. Et que cette dépendance-là ne vaut pas le coup parce que des fois, il y a des taux élevés qu'on met sur le dos des... Mais justement, c'est pour cela que je dis qu'il opprime éveil. Ça nous permettra quand même de trouver des solutions à nous. Parce que vivre tout le temps de l'aide, etc., ça ne peut pas continuer. Et pourtant, nous avons les moyens de nous mais malheureusement, il y a tout, hein, on ne manque de rien. Non, c'est parce qu'on a toujours eu une politique d'obscurantisme. C'est ça le problème fondamental. On a tout le temps eu une politique d'obscurantisme. C'est pour cela que je me souviens en 2021, lorsque j'avais demandé, comment dirais-je, le renvoi des élections, c'était pour cette raison. Je voulais, par exemple, que le mandat du président soit un mandat unique de 10 ans. 10 ans, tous les mandats électifs, 10 ans. Et on organise les élections en une année. 10 ans maintenant. Là, pendant 10 ans, il n'y aura plus d'élections. Comme ça, les gens ne vont plus parler de politique. Pendant 10 ans, les gens vont travailler. Présentement, 5 ans, il ne reste que 4 ans. Ouais. Dans 2 ans, on va partir aux élections locales ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Bien sûr, je sais qu'en 2029, on va coupler les législatives et la présidentielle. Mais c'est toujours des élections. Donc on doit repenser justement la manière dont... Parce qu'il faut qu'on leur donne suffisamment de temps pour quand même redresser ce pays. Parce que 5 ans, c'est rien du tout. Je l'avais dit en 2021, lorsque j'ai demandé, comment dirais-je, le renvoi des élections. C'était tout simplement dans ce sens. C'est pour qu'on modifie la Constitution, un mandat présidentiel de 10 ans, un seul et unique mandat de 10 ans. Les députés 10 ans, les maires 10 ans, etc. Tous les mandats électifs 10 ans. Là, de ce fait, pendant 10 ans, tout à fait, on va travailler. Et pourquoi pas, même si on ne fait pas ça, cumuler les élections. C'est-à-dire que essayer de faire... les élections législatives et l'élection présidentielle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De les cumuler. Je sais qu'en 2021, c'est ce qui va arriver. Parce que ça prend énormément de temps. Non, ce qui va arriver en 2029, je suis persuadé qu'ils vont cumuler qu'ils vont, comment dirais-je, cumuler les élections législatives et présidentielles. Ben, avec le temps, ils finiront quand même pour pouvoir organiser toutes les élections en une seule année. Ou bien en une seule fois. Tout à fait. Alors, M. Ba, presque le temps qui nous est... Ah bon? Voilà.
Alors, mais on va aborder un autre sujet sur la sécurité. Vous habitez la banlieue. Dans la banlieue. Oui. Alors, le ministre de l'Intérieur avait annoncé de ne plus couvrir les séances de lutte, de ne plus sécuriser les séances de lutte, parce que on constate qu'après chaque séance de lutte, alors il y a des morts d'hommes, l'insécurité totale, et que les acteurs de la lutte ne respectent pas les consignes. Alors, il s'est désengagé. Alors, vous avez une analyse sur ça? À juste raison. Oui. À juste raison, parce que... Il est temps de mettre fin à ces débordements où les populations environnantes ont des problèmes de l'arène, surtout à Pikine, dans la banlieue particulièrement. Mais c'est partout. C'est partout. Ouais. C'est-à-dire, il y a une frange de la population qui est là, tapis dans l'ombre, qui n'attend que ces moments-là pour sortir. Et faire comment dirais-je, ce genre de dégâts. En politique, en football navétane, lutte, etc. Mais bon, maintenant, la solution, à eux de la trouver. Les amateurs de lutte, les organisateurs, les lutteurs, à eux de régler cette situation-là. Parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que dans le rang, les bandits ou bien les malfaiteurs sont dans le rang. Donc eux, en tant que lutteurs, ceux qui les accompagnent, ils doivent les conscientiser. Ils doivent les conscientiser. Et d'habitude, la lutte terminait à 19h. Maintenant, ça tire à longueur jusqu'à 23h, minuit moins. Et là, c'est une question de sécurité énorme qui se pose parce que non seulement nous n'avons pas les moyens, ou bien même l'effectif qu'il faut pour entrer au fond des quartiers et pour pouvoir sécuriser tout ça. Le problème que je me pose, c'est qu'est-ce que la lutte apporte aux Sénégalais ou bien au Sénégal? Absolument rien. Par rapport au football, par rapport aux autres disciplines. Le football a des retombées financières. Mais la lutte, c'est quoi? C'est une espèce de mafia qui est là. Des gens qui veulent gagner de l'argent d'une façon, de cette façon, je veux dire. Alors, les lutteurs, c'est combien? On a au moins plus de 1000 lutteurs. Il n'y a que 10 ou 20 lutteurs qui sont là, comment dirais-je, de renom. C'est eux qui gagnent l'argent. Après, ils distribuent quelques miettes à leur entourage. Oui. Ok. Le CNG qui est là, qui, comment dirais-je, prend de l'argent, beaucoup d'argent sur les lutteurs. Qu'est-ce que le CNG fait avec cet argent? Un jeune est mort, personne n'est allé là-bas. Ni les lutteurs, ni le CNG, ni les amateurs, ni les organisateurs. Et pourtant, c'est à cause de ça que ce jeune-là est mort, que d'autres maisons sont saccagées, etc. Mais il devrait y avoir quand même un geste humanitaire dans ce sens. Tout à fait. Un geste humanitaire. Les maisons cassées. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la lutte? Parce qu'on a terrassé ton lutteur. Pendant 6 mois, tu organises un combat de lutte. En 5 minutes, on te terrasse. Hein? Après, les gens sortent, ils cassent tout. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. La lutte ne nous apporte absolument rien. Il n'y a pas de retombée avec la lutte. Il n'y a qu'une mafia qui est là, qui gagne de l'argent avec. Excusez-moi du terme, c'est les griots qui sont là, les batteurs de tam-tam, les organisateurs, etc. Ce sont eux qui gagnent là-dessus. Quelques animateurs. Alors, sur le plan économique, il n'y a aucune retombée. Alors, c'est pas comme le football les joueurs, ils gagnent, ils reviennent avec une coupe, avec beaucoup d'argent. On construit un stade, on réfectionne un stade, etc. Tout à fait. Alors, les lutteurs qui sont là, plus de 1000 lutteurs, à part le, comment dirais-je, le combat de dimanche. Les ténors, les ténors. Et ça, il faut le combat de dimanche pour qu'il y ait quelque chose. Alors, à part ça, tu n'es pas rémunéré. Un gros gaillard comme ça, là, qui passe tout son temps à développer ses muscles, quand il n'a pas de l'argent, mais il peut aller cacher quelque chose. Hein? Tuer quelqu'un, prendre sa mobilette, ou l'agresser, prendre sa mobilette, aller vendre ça à 100 000 francs. Tout à fait. Mais c'est comme ça.
D'ailleurs, cette sécurité, moi j'ai dit... Je pense qu'il faut repenser la lutte. Mais justement, la lutte, il faut la bloquer pendant 1 an. Pour que les gens quand même sachent que vraiment la lutte n'est pas importante pour le Sénégal. Ce n'est pas un facteur de développement. Ce n'est pas un facteur de développement. On dit souvent que ça a été pratiqué traditionnellement. Mais justement, traditionnellement seulement. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Traditionnellement, il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas ces maisons cassées. Alors, on le faisait après, c'est fini, chacun rentre chez lui. Même si on le fait à midi, il y aura des casses. Même si on termine les combats à midi, il y aura des casses. Maintenant, pour la sécurité en général, mais moi je voudrais que le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées communiquent. Les militaires qui sont dans les casernes, on n'a pas de guerre. Il y a le guerre. Mais on n'a qu'à les sortir. Tout à fait. On n'a qu'à les sortir quand même pour sillonner comment dirais-je, la ville. Pour qu'ils essaient quand même de jouer un peu le rôle de la police. Oui, soutenir au moins les autres. C'est ça. Hein? Comme ils sont là dans les casernes, ils ne sont pas dans les frontières, etc. Donc, et ensuite les maires, les jeunes qui sont là-bas dans les quartiers, qui sont dans les Bangou Diarle, qui sont dans les Bangou Diakarlo, qui sont dans les Mbarou Café. Mais les maires doivent faire un geste. Il faut que ces maires-là recensent tous ces jeunes qui sont là-bas en train de vadrouiller. On essaie de les former, de les formater aussi, pour les utiliser comme veilleurs de nuit. Moyennant quelque chose. On les donne des tenues, on les forme, on les donne des tenues, on les donne des matraques, en les formant par groupe. Chaque soir, les quartiers sont surveillés par ces mêmes jeunes. Mais on nous dit souvent que les communes n'ont pas assez de moyens pour... C'est là où je vais en venir. Oui. Elles n'ont pas assez de moyens pour ça. Mais le gouvernement peut participer là-dessus. Les entreprises peuvent participer. Il faut chercher des partenaires. 50 000 francs, 75 000 francs par veilleur. Mais c'est important. Comment dirais-je, les habitations, on les fait participer parce qu'on a nos véhicules d'or. On a quand même aussi, on a besoin de sécurité pour nos maisons. On les demande moyennant quelque chose. Parce que sans ça, on a des gardiens par-ci, par-là qu'on paye. 3 000 francs par mois, etc. Ou 5 000 francs par mois. Donc si on formalise cela avec des groupes dans le quartier, moyennant quelque chose, mais je crois que ça va diminuer un peu cette insécurité. Alors que les Sénégalais vraiment déplorent et vraiment c'est une question qu'on doit régler parce que vraiment les Sénégalais ne peuvent plus vaquer à leur occupation tranquillement. Alors M. Ba, l'émission tire à sa fin. Alors vous avez un dernier mot? Sinon bon, c'était difficile pour ne pas dire laborieux. Excusez-moi, bon, c'est difficile de s'exprimer en langue de Molière. Donc on n'a jamais voulu on n'a jamais voulu blesser qui que ce soit. Tout à fait. Tout ce que nous disons ici, c'est dans le sens quand même de l'intérêt du Sénégal pour les Sénégalais. Et je pense qu'on n'a pas blessé parce qu'on a dit exactement les faits, on a analysé la situation. On ne sait pas comment... On peut parler avec, mais on ne sait pas comment les gens l'entendent. Tout à fait. L'entendement, c'est autre chose. Okay. Donc, en tout cas, nous souhaitons à tout le monde quand même un bon entendement. Et je vous remercie beaucoup, Abdou. Je remercie le directeur général, les techniciens et tout le monde sans oublier personne. Merci à M. Ba, Ibrahim Diadje Hindeba, que nous recevions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci au directeur de la radio. La partie technique a été assurée par Abdou Fall et Ibrahim Diop. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre invité. Merci.